Bonjour à tous. Donc, je vais vous raconter en effet des histoires de poissons après les manchots, les ours cet après-midi. Là, on va plonger dans les mers pour parler des poissons des mers polaires et comment finalement ces poissons nous ont servi de modèle pour développer des molécules innovantes pour la préservation de matériaux biologiques. Alors, ce sont les nototénioïdes. C'est un groupe de poissons remarquable de par différentes particularités. Ce sont des téléostéens, bien sûr, mais ça représente la plupart des poissons, puisque ce sont les poissons osseux modernes, sauf les requins, les raies. Donc, il compte près de 25 000 espèces. 25 000 espèces qui sont présentes dans toutes les mers et dans toutes les eaux douces du globe, dont 295 sont en Antarctique, soit à peine 2% des espèces dans 10% des mers. C'est très peu, mais ça peut se comprendre du fait finalement des conditions assez extrêmes de leur environnement. Ces 295 espèces se répartissent en 4 groupes taxonomiques. Le plus riche, et celui qui nous intéresse nous, c'est celui des nototénioïdes. Il compte 123 espèces, dont 96 sont exclusivement antarctiques. Et à lui seul, finalement, il représente moins de la moitié des espèces du talus continental antarctique, mais 90% de sa biomasse. C'est extrêmement important. Ce qui est amusant, c'est que finalement, du fait des conditions particulières de son environnement, des eaux très froides, des eaux moins salées, plus denses et plus oxygénées, il a développé des caractères adaptatifs assez variés. Il a acquis un antigel biologique. Il s'est privé de son hémoglobine. Il a développé un système enzymatique extrêmement efficace, plus efficace que ceux des autres poissons. Alors c'est ce caractère physiologique finalement de résistance au froid, et plus particulièrement de résistance au gel, qui au départ nous a intéressés en tant que chercheurs. En effet, donc, il a acquis au cours de son évolution une glycoprotéine dans son sang qui lui permet de survivre à basse température. Elle joue le rôle d'antigel biologique. Cette glycoprotéine, qu'on appelle glycoprotéine antigel ou AFGP pour antifreeze glycoprotein, a été découverte par le professeur De Vries dans les années 1960. Elle est présente chez ce poisson à des concentrations assez importantes, 30 mg par millilitre. Et elle a une architecture chimique, moi je suis chimiste, remarquable. Elle est constituée par un motif de répétition, un motif qui va se répéter entre 4 à 55 fois. Et ce motif a aussi des caractéristiques assez uniques. Il a 2 parties distinctes. Une partie constituée de 2 sucres, donc on va qualifier de la partie hydrophile, un galactose et une N-acétylgalactosamine, et une partie constituée par un enchaînement de 3 acides aminés, la thréonine, l'alanine, l'alanine, avec quelques variations autorisées, avec l'arginine ou la proline. Et on va les classer, donc cette partie, c'est la partie vraiment hydrophobe de la structure. Et puis on va la classer, alors on va les répartir en 8 classes en fonction de leur taille. La classe 8, ça va être les plus petites, jusqu'à la classe 1 pour les plus grandes. Donc avec des poids moléculaires qui vont varier de 2,2 à 33 kDa. Alors, les poissons, ce sont des espèces, pour la plupart, qui sont des espèces exothermes. Ça veut dire que leur température, la température de leur corps, est la même que celle de leur environnement. Du coup, aux températures que peuvent atteindre les mers de l'Antarctique, ils devraient geler. Or, ils ne gèlent pas, ils résistent très bien. C'est dû à l'abaissement de son point de congélation. Alors, l'abaissement de son point de congélation, il va être dû à plusieurs choses. Il va être dû à la présence de sel. Il y a des sels dissous dans son sang, et plus que dans les autres poissons. Mais aussi, elle est due à la présence de cette glycoprotéine antigel qui lui permet de survivre jusqu'à des températures de moins 2,2 degrés. Alors l'origine de cette glycoprotéine antigel, elle serait apparue il y a 38 millions d'années. Au départ, c'est un gène qui code pour une enzyme pancréatique, la trypsinogène. Donc c'est une proenzyme de la trypsine, qui est une enzyme digestive qui intervient dans la digestion des protéines. Il y a eu toute une histoire de bricolage moléculaire, une première duplication du gène qui code pour la trypsinogène, puisque lui va être conservé, une conservation des 2 extrémités de ce gène, disparition et élimination d'une grande partie, et puis la répétition d'un motif de 9 paires de nucléotides. Tout ça conduit à la synthèse de ces premières glycoprotéines antigel, et puis c'est le refroidissement de l'océan, c'est la glaciation, donc la calotte glaciaire qui se dépose sur le continent, et c'est cette
succession d'événements, finalement, qui va permettre aux nototénioïdes qui ont acquis cette glycoprotéine antigel de survivre dans ces conditions extrêmes. Alors, l'action de ces glycoprotéines antigel, finalement, c'est quoi? Je vous l'ai dit, ça protège les organismes vivants, finalement, du froid et du gel. Donc, il y a une vraie action qui est l'action antigel proprement dite. La même que quand vous mettez votre antigel dans votre voiture. Hein, ça va éviter, finalement, la croissance des cristaux de glace. Donc, modification ou suppression de la croissance des cristaux de glace, inhibition des processus de recristallisation. Et puis, ça diminue le point de congélation, ça, je vous l'ai dit, mais sans modifier leur point de fusion. C'est ce qu'on appelle l'effet Kelvin. Et donc, ça donne entre les deux une différence de température qui s'appelle l'hystérésis thermique. Cette valeur, c'est l'hystérésis thermique. Ça, c'est une des propriétés intéressantes. Et puis, elle joue un rôle lié qui intervient dans les conditions de gel, mais qui n'est pas vraiment une activité antigel à proprement parler. Elle joue un rôle dans la protection des membranes cellulaires. Alors, ça ne veut pas dire que chez ces poissons, il n'y a pas de cristaux de glace. En fait, ils ont des cristaux de glace qui circulent dans leur sang, mais qui sont extrêmement petits, infiniment petits, en tout cas suffisamment petits pour ne pas induire de lésions dans leur organisme. Pourquoi? Parce qu'il y a ces phénomènes d'inhibition de la croissance ou de ces cristaux, des modifications de leur forme, ou bien même des inhibitions des phénomènes de recristallisation. Ça se produit au niveau macromoléculaire d'une façon assez simple. Ces glycoprotéines antigel, elles ont une partie hydrophile, les sucres. Ces sucres vont se lier à la surface des cristaux de glace. Mais en surface, c'est un peu comme une tortue. Elles ont toute cette partie hydrophobe qui va être à la surface, qui va empêcher l'approche de nouvelles molécules d'eau. Ce qui fait que la croissance des cristaux, elle ne va être possible qu'entre ces points d'ancrage de ces glycoprotéines. Ça va induire quoi? Une croissance avec des rayons de courbure extrêmement importants, de plus en plus importants, qui vont du coup être énergétiquement défavorables à l'addition de nouvelles molécules d'eau et qui vont limiter donc la croissance de ces cristaux de glace. Ça, c'est ce qui se passe avec les processus d'absorption-inhibition du point de vue macromoléculaire. Mais au niveau moléculaire, donc cette partie sucre de ces glycoprotéines antigel, il faut qu'elle interagisse avec ce cristaux de glace. Un seul moyen, c'est les groupements hydroxyles du sucre qui vont pouvoir créer des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau sous forme de glace. Okay. Ça veut dire que quand on regarde au niveau de la modélisation moléculaire, chaque motif de répétition ou unité, finalement, possède deux sucres. Cette unité de disaccharide, malheureusement, ne peut créer que deux liaisons hydrogènes, enfin, ne peut impliquer que deux hydroxyles, j'allais dire, dans les interactions hydrogènes, donc ne peut créer que deux liaisons hydrogènes avec la surface de glace. Or, si on fait des études sur une glycoprotéine, par exemple, avec 4 motifs de répétition, ça veut dire 8 sucres. 8 sucres, ça veut dire 8 hydroxyles disponibles pour la glace, ça veut dire 8 liaisons hydrogènes. Or, cette absorption, elle est quasiment irréversible. 8 liaisons hydrogènes n'expliquent pas l'irréversibilité de cette interaction. Elle est trop forte. Alors, on peut imaginer les choses autrement en essayant de rationaliser, en se disant que peut-être les 2 hydroxyles qui sont disponibles sont intégrés à la surface de la glace, ce qui fait que cette fois-ci, c'est plus 1, mais 3 liaisons hydrogènes qui peuvent être créées. Et du coup, pour cette petite glycoprotéine que je vous ai pris en exemple, qui a 4 motifs de répétition, ce n'est plus 8, mais 24 liaisons hydrogènes qui vont pouvoir se créer, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi cette interaction est aussi forte. Donc un vrai rôle au niveau de l'action antigel, mais aussi un rôle au niveau de la protection des membranes cellulaires. Alors vous savez que quand on refroidit, quand il y a des phénomènes de congélation, il se passe plusieurs événements. Et ces glycoprotéines antigel, elles ont montré deux modes d'action différents. Quand on refroidit, donc il y a une diminution du métabolisme cellulaire, hein, ce qui est assez classique, qui va conduire au fur et à mesure à l'arrêt des pompes ioniques membranaires, dépolarisation des membranes, s'enchaîne alors cette succession, augmentation du calcium intracellulaire, qui va conduire à l'hydrolyse des membranes phospholipidiques. Or, la FGP va empêcher cette hydrolyse des membranes phospholipidiques en bloquant cette entrée passive de calcium. C'est un de ses premiers modes d'action. Il y en a beaucoup d'autres, hein, et beaucoup d'autres qui ne sont pas identifiés. Pendant la température de transition de phase également, on sait qu'il va y avoir un changement structural des membranes.
Et chaque membrane un peu a sa propre température en fonction du type cellulaire, sa propre température de transition de phase. Donc il va y avoir un changement structural où les membranes cellulaires vont devenir un petit peu comme texture de gel et elles vont avoir tendance à devenir perméables et peuvent libérer leur contenu. C'est pour ça que quand on arrive sur les températures de transition de phase, il faut être très vigilant dans ces processus de congélation parce que c'est là où on a des risques. Et là, les glycoprotéines, on s'est aperçu qu'elles interagissaient directement avec les membranes cellulaires et notamment avec les phospholipides, voire même s'intégraient dans les membranes parce qu'elles sont hydrophiles d'un côté, mais elles sont hydrophobes de l'autre, donc elles ont la possibilité d'interagir avec la partie peptidique dans les membranes, et qu'elles changeaient, en fait, au moment de cette température de transition de phase, elles changeaient l'architecture et le comportement de ces membranes qui ne se trouvaient plus être sous la forme de gel. Alors, finalement, ces actions, alors je vous dis, il y a plein de mécanismes d'action qui ne sont pas encore identifiés. On a essayé, les chercheurs depuis des années travaillent sur ces molécules et ont essayé de mettre en lumière les principaux points qui se dégageaient sur les glycoprotéines antigel. Mais en tout cas, on sait que potentiellement, on pourrait en faire plein de choses. Alors la première chose qu'on pourrait en faire, en tout cas moi, c'est pas une des choses qui m'intéressent du tout, mais ça serait la protection des cultures. Alors, moi, quand j'ai regardé ça en premier, je me suis dit, la protection des cultures, on ne va quand même pas jeter des glycoprotéines antigel partout et saupoudrer dans les champs, je ne pense pas, ce n'est pas l'objectif. Non, l'objectif, ça serait d'utiliser des technologies transgéniques. Alors, il faut savoir qu'une grande partie des plantes savent déjà produire des protéines antigel, leurs propres protéines antigel, et que ça marche très très bien. Alors, voilà, greffer des glycoprotéines antigel de poisson sur les plantes, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne solution, mais voilà, il y a peut-être des choses à voir, mais ce n'est pas celle qui me concerne. Il y en a une autre qui a un marché énorme, alors, qui n'est pas non plus celle qui nous intéresse le plus, mais pourtant peut-être un des plus gros marchés. C'est l'amélioration de la conservation des produits surgelés. Les glaces. Je ne sais pas si vous aimez, dans vos glaces, il y a des petits cristaux. Vous savez, vous les mettez au congélateur. Il y a plein de processus de recristallisation parce que les températures ne sont pas extrêmement stables dans vos congélateurs. Il y a des périodes de congélation, décongélation, il y a des petites phases qui font qu'il y a de la recristallisation qui s'opère. Et vous allez voir dans vos glaces, parfois, vous avez plein de petits cristaux et ce n'est pas très agréable. Ce n'est pas l'horreur, mais ce n'est pas très agréable quand on le mange. On aimerait bien qu'il n'y ait pas ces petits cristaux. Donc, vous imaginez que les entreprises qui travaillent dans ces domaines-là cherchent à utiliser à tout prix des glycoprotéines antigel, ou des protéines antigel d'ailleurs, de plantes, d'animaux, pour essayer de modifier ça et d'empêcher cette croissance des cristaux de glace. Donc je vous montre, c'est juste un exemple, donc là sur les glycoprotéines antigel. Vous avez deux photos, la photo A et B, ce sont de la viande qui a été conservée en haut sans glycoprotéines antigel et en bas avec la glycoprotéine antigel. Et vous voyez finalement cet aspect en éponge de la viande, donc ce changement de texture de la viande qui est lié juste quoi à la présence des cristaux de glace qui vont se former au cours du temps. Donc vraiment des enjeux dans l'alimentation qui sont extrêmement importants. Moi, la partie qui m'intéressait le plus quand je me suis lancée dans l'aventure, c'était celle-ci. Il y a plein de choses qui ont été faites sur les glycoprotéines antigel qui ont montré leur potentiel pour la préservation de matériaux biologiques. Cellules, tissus, organes. Aujourd'hui, on peut garder un cœur 6 heures à 4 degrés, un foie 12 heures à 4 degrés. Au-delà de ça, on perd l'organe. C'est un enjeu majeur parce que si on peut augmenter ce temps, on augmente le temps pour pouvoir l'emmener du donneur au receveur. On a besoin de temps, c'est vraiment une course contre la montre. On a besoin de temps aussi, enfin, si on pouvait avoir plus de temps pour faire des tests d'histocompatibilité, ça serait aussi extrêmement important parce que peut-être qu'on pourrait gérer autrement les médicaments anti-rejet et utiliser des doses moins fortes. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur ce domaine-là et beaucoup de choses à faire. Donc je vous montre quelques exemples de ce qui a été fait finalement avec les glycoprotéines antigel naturelles sur par exemple la préservation des ovocytes bovins. On les garde à 4 degrés pendant 24 heures. Vous avez le contrôle, donc la première barre, voilà, qui est là. Alors, du mal avec la souris. Là, donc vous avez le contrôle. Vous avez la solution avec les glycoprotéines antigel. Et en fait, on les garde pendant 24 heures, on les fertilise. Et on regarde le taux de fertilisation. Vous avez vu dans le cas du contrôle, il n'y a pas du tout de fertilisation. Vous regardez avec la glycoprotéine antigel, vous avez 50% de fertilisation, ce qui est finalement... J'ai perdu ma souris. Ce qui est finalement la même valeur que dans le cas des ovocytes qui ont été fraîchement conservés.
Les ovocytes fraîchement conservés, c'est 52% de fertilisation. Donc on arrive à conserver finalement l'intégrité de ces ovocytes et leur capacité à être fertilisés. Une autre option qui serait vraiment extraordinaire à développer, c'est forcément l'utilisation pour la préservation des plaquettes sanguines. Les plaquettes, c'est à nouveau un enjeu majeur. Peu de donneurs. Les dons sont plus compliqués. C'est-à-dire que si on fait du don de sang, on peut récupérer un peu de plaquettes, mais on n'en récupère pas beaucoup. Il faut faire du don de plaquettes. Le don de plaquettes, ça prend un peu plus de temps, ça se fait sur rendez-vous, c'est pas les mêmes techniques. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué et il y a encore moins de donneurs que pour du don de sang, vous imaginez bien. Pourtant, il y a beaucoup de demandes. Vous imaginez que les demandes, c'est des gens qui subissent, qui ont des leucémies, qui ont des lymphomes, qui subissent des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie, et qui malheureusement, à certaines périodes, vont passer par des phases d'aplasie, donc destruction des plaquettes, avec des risques hémorragiques extrêmement importants. Donc il faut arriver à conserver les plaquettes le plus longtemps possible. Aujourd'hui, c'est 5 jours, 22 degrés. Au bout de ça, contamination bactérienne à la poubelle. On ne peut pas plus parce qu'on ne peut pas descendre en température. Si on descend en température, les plaquettes subissent l'activation plaquettaire, l'agrégation, et on perd le matériel. Et à 22 degrés, forcément, on arrive sur des températures où il y a plein de choses qui se passent et que les bactéries, elles sont là, on ne peut pas les empêcher de venir. Donc on a des vrais enjeux à ce niveau-là. Donc ça, ce sont des tests qui ont été faits avec des plaquettes conservées à 4 degrés. Donc ce qui est extrêmement bas pour des plaquettes, avec ou sans antigel biologique. Donc vous avez la même chose. Il y a là ma souris. Le contrôle ici, vous vous apercevez que dès les premiers jours se passe l'activation des plaquettes, c'est l'agrégation, ni plus ni moins. Donc dès les premiers jours, activation des plaquettes, agrégation, c'est un processus irréversible. Quand il commence, on n'arrive plus à l'arrêter. Et du coup, on perd tout le stock. Dès qu'on conserve les plaquettes avec la glycoprotéine antigel naturelle, vous voyez que l'activation reste au même niveau, on n'a pas d'évolution de l'agrégation plaquettaire, et pourtant, quand on rajoute un facteur de coagulation comme la thrombine, elles sont capables d'activité, c'est-à-dire qu'elles gardent leur fonctionnalité. Ce n'est pas qu'elles ne s'activent plus parce qu'elles ne marchent plus, elles continuent à fonctionner normalement. Donc des potentiels énormes pour le domaine des plaquettes. Alors, ça ouvre des portes. Donc il y a des tests qui ont été faits aussi sur, je ne vais pas tout vous montrer, mais sur des cœurs de rats transplantés pour les garder pendant 24 heures. Il y a eu plein de jolies choses dans ce domaine. Un potentiel énorme. Il y a des sociétés qui se sont créées pour commercialiser ça, mais ça n'a pas vraiment marché parce qu'il y a des inconvénients extrêmement importants. Alors déjà, voilà, il faudrait aller pêcher 100 tonnes de poissons pour récupérer 1 kilo de glycoprotéines. Ça serait quand même pas très... Ce serait pas très cool déjà, et puis voilà, c'est pas quelque chose de faisable, c'est pas quelque chose qui doit être fait. On doit utiliser le milieu naturel pour générer de l'inspiration, mais pas aller puiser dans les ressources naturelles. En plus, quand on travaille sur ces ressources naturelles, l'extraction et la purification sont très difficiles, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des lots avec une pureté de 70%, 30% c'est quelque chose d'autre, d'autres protéines. D'autres protéines qui font quoi? Quels effets elles auront si on les utilise? Est-ce qu'on aura toujours cette reproductibilité, 30% des mêmes protéines en plus? Est-ce que, voilà, il y a des risques qui font que pour des usages humains, ça va être très compliqué. Et puis finalement, un des inconvénients qui est peut-être, qui est peut-être le pire, parce qu'on pourrait peut-être trouver d'autres façons de les fabriquer, plutôt que de les obtenir, on peut peut-être les fabriquer autrement, pas par des synthèses chimiques parce qu'elles sont beaucoup trop lourdes et compliquées, mais on pourrait probablement les faire autrement, et donc peut-être plus pures. Mais c'est quoi qu'il arrive, c'est des dérivés de sucre, c'est des glycopeptides. Elles sont instables. Elles sont sensibles aux conditions enzymatiques. C'est-à-dire qu'on va les utiliser dans les milieux de culture, on va avoir de l'instabilité. Elles sont sensibles aux conditions acido-basiques. Elles sont sensibles à l'hydrolyse. On dit en général, on peut les conserver, donc ce produit naturel, on le conserve 6 mois à moins 20 degrés. Il faut éviter de le décongeler, de le recongeler, parce que du coup, il est sensible aussi à l'eau qui est présente dans l'atmosphère, donc hygroscopique. Donc c'est une vraie problématique finalement pour l'utiliser au réel. Donc un potentiel important, mais commercialement, pas possible d'en faire grand-chose. Donc il y a un intérêt majeur à développer des analogues plus stables, plus simples, moins compliqués et accessibles par des voies de synthèse efficaces. Donc moi, j'étais à l'époque, en 2002, j'étais à l'université, j'étais dans l'Institut de chimie organique FIN de Rouen.
qui dépend à la fois du CNRS, de l'école d'ingénieur INSA et de l'université de Rouen. Et j'ai travaillé sur un projet qui était de développer des mimes de ces structures. Donc on a travaillé longtemps, parce que la recherche est un long travail avant d'arriver à quelques petits succès. Et puis on a mis au point une première famille de composés. Elle n'était pas parfaite, on le savait d'emblée, elle n'était pas parfaite. Mais voilà, on avait déjà une première famille de composés qui semblait un peu résister à 2-3 choses, qui avait une structure qui nous laissait un petit point de souci. Mais on n'avait rien de mieux à l'époque, donc il fallait bien qu'on avance. Donc on a essayé de regarder un peu les effets de cette première molécule. C'était déjà une molécule très très simplifiée. Un sucre, 3 acides aminés. On pouvait répéter cette unité fonctionnelle de 1 à 4 fois, parce que synthèse chimique, vous ne faites pas des grosses molécules. Hein. Donc déjà 4 fois, vous atteignez les limites, les structures deviennent des gels, c'est très très difficile c'est très compliqué à synthétiser. Mais voilà, on avait fait 1 à 4 fois. On s'apercevait que sur les structures où il y avait 4 motifs de répétition, on avait une activité antigel, c'est-à-dire l'interaction avec les cristaux de glace, ce qui est logique, parce que finalement, les glycoprotéines antigel naturelles qui ont le plus d'effet antigel, c'est celles qui sont de haut poids moléculaire. Puis quand on diminuait sur la petite unité fonctionnelle, alors là, plus du tout d'activité antigel, on perd cette interaction avec les cristaux de glace, mais par contre, d'autres effets, et d'autres effets sur la protection des cellules. Donc, protection des cellules face à différents stress, pas seulement des stress liés aux températures. Et puis, on a fait ça sur plein de lignées cellulaires, fibroblastes de la peau, cardiomyocytes, cellules de rein, cellules souches, plaquettes, cellules bêta des îlots de Langerhans. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples sur les plaquettes. Donc, vous avez 2 températures. Donc, ça a été fait par l'EFS, l'Établissement français du sang à Strasbourg, et le professeur Cazenave. Donc 2 températures, 22 degrés et 15 degrés. Vous avez le contrôle donc, qui est en bleu-violet, bleu sur votre écran, violet sur le mien, qui montre les plaquettes conservées avec les milieux standards de conservation des plaquettes. Et puis vous avez en rouge une solution à 1 mg ou à 4 mg en jaune très clair de la glycoprotéine de synthèse, donc de cette petite unité, donc la plus courte, qu'on avait développée. Et on s'aperçoit que ce soit 22 ou à 15 degrés, quand on n'a pas cette glycoprotéine dans le milieu, l'agrégation plaquettaire commence, et puis commence aux alentours des 2e et 4e jours, et puis elle augmente progressivement et assez rapidement. Et à nouveau, c'est ce processus irréversible qu'on ne peut pas faire. 22 degrés, on retarde un peu avec l'ajout des glycoprotéines antigel. Et puis, bien sûr, il y a une réaction plus ou moins importante suivant la concentration. Et à 15 degrés, dès qu'on commence à diminuer un peu en température, on inhibe quasiment complètement cette agrégation plaquettaire, ce qui ouvre le champ des possibles. Alors, je ne vous ai pas montré celle à 4 degrés, mais à 4 degrés, on n'a plus du tout d'agrégation plaquettaire. Donc, on arrive à les conserver pendant 21 jours sans avoir aucune agrégation plaquettaire en présence de la glycoprotéine. On a regardé sur les fibroblastes de la peau à différentes températures. Même chose, vous avez en haut, c'est 2 températures différentes, 3 degrés et 15 degrés. Quand vous regardez, vous avez en vert et en gris, donc sur les courbes qui descendent, voilà, les courbes descendantes ici, vous avez les contrôles, donc pas de glycoprotéine antigel. Et ici, vous avez l'ajout de la glycoprotéine, enfin du mime, de la glycoprotéine antigel de la première génération, et vous observez que la viabilité, puisque c'est la viabilité qu'on mesure, elle reste à 100%, alors qu'au bout de 5 jours, on n'a quasiment plus de viabilité dans les autres cas. On regarde aussi en fonction d'une protection au stress oxydant. On rajoute, le stress oxydant, c'est quand même un des stress, alors c'est lié à notre vieillissement, hein. On est soumis au stress oxydant, il vient des UV, il vient de plein de choses dans notre environnement. Et pour rappel, je vous rappelle que l'eau dans lequel vivent nos petits poissons, elle est hyper oxygénée. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont soumis à stress oxydant. Et en plus, ils n'ont pas d'hémoglobine. Ça veut dire qu'ils absorbent beaucoup d'oxygène dans leur système, au travers de leur peau, au travers dans leur sérum. Ils utilisent plein de choses pour jouer, enfin pour utiliser cet oxygène. Et donc, ils sont aussi extrêmement soumis à stress oxydant. Donc, stress oxydant, forcément, elle joue un rôle. Elle a une action, et on s'aperçoit que voilà, sur nos cellules, après 10 heures, dans la partie ici en vert, donc conservée avec cette glycoprotéine, ce mime de cette glycoprotéine, eh bien, on a une viabilité qui demeure à 80%, alors qu'elle chute rapidement dans le cas du contrôle.
Ici, hein, vous avez le contrôle à 2 heures avec la glycoprotéine à 2 heures, ils sont à peu près équivalents. Et puis à 10 heures, vous apercevez qu'il y a beaucoup de cellules rouges qui sont les cellules mortes. Des essais ont été faits également avec Johnson & Johnson, je crois que c'était à Philadelphie, et chez Nelson, qui avaient donc fait des essais sur la préservation de cellules souches. Alors cette fois-ci, dans des conditions de cryopréservation, moins 80. Alors nous, on était partis en disant, oh là là, cryopréservation, ça va être compliqué parce que nos cellules, elles ne sont pas antigel. Bon, c'est pas grave, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se passer de DMSO forcément. Pour ces cellules, parce que nous, on n'est pas un antigel. Donc, ils ont fait des essais, et quand vous voyez le milieu, qui est le milieu, un des milieux classiques de culture, alors il en existe d'autres hein, qui ont été faits pour améliorer, mais ça, c'est un milieu standard. On n'a quasiment pas de conservation à ces températures-là, alors que quand on utilise la glycoprotéine à 2 mg par millilitre, on a 100% de conservation de ces cellules. L'autre essai, c'est les cellules bêta des îlots de Langerhans. À nouveau, c'est un enjeu majeur en médecine régénérative. Le diabète de type 1, problème dans la sécrétion d'insuline, le fauteur de troubles, les cellules bêta des îlots de Langerhans, elles sécrètent plus d'insuline. Si on peut faire de la transplantation, ce qui existe aujourd'hui, c'est formidable, on peut réintégrer des cellules bêta des îlots de Langerhans et pouvoir sécréter à nouveau de l'insuline. Aujourd'hui, il faut 2 organes pour réussir une transplantation. Dans la réalité, il faut seulement 1 organe pour faire 4 transplantations. Il n'y a pas beaucoup de donneurs à nouveau. 2 organes pour une transplantation, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que les cellules sont extrêmement sensibles. Ces cellules sont extrêmement sensibles et extrêmement difficiles à préserver. Donc quand on regarde, donc, ce sont des travaux qui ont été faits à l'université d'Alberta par le Dr. Rejot. Et du coup, on peut regarder ici, c'est des cellules bêta-d'îlots de Langerhans, donc en solution standard. Ici, c'est des cellules bêta-d'îlots de Langerhans qui ont été conservées avec la glycoprotéine et qui ont été transplantées chez le rat diabétique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au début, on va avoir une chute. Alors, c'est normal, on va avoir cette espèce de pic, cette espèce d'accident qui est l'accident de mise en marche des cellules bêta. C'est-à-dire que le temps où on va les transplanter, il va falloir qu'elles se mettent en fonction. Elles ne vont pas marcher tout de suite. Donc, on va avoir quelques pics au niveau de la glycémie, puisque ce qu'on regarde, c'est le taux de glucose qui vont varier. Et puis, normalement, si ça marche bien, le taux de glucose va se réguler et puis va tendre vers ce qu'on observe avec la glycoprotéine antigel. Vous voyez bien que quand les cellules bêta n'ont pas été conservées avec la glycoprotéine antigel, on a un retour. C'est-à-dire que le rat, au bout d'un certain temps, redevient diabétique. Alors, ce ne sont que des tests préliminaires. Il ne faut pas regarder qu'à 30, 40 jours. Il faut regarder à 1 an. Il faut aller voir plus loin. Parce que ces cellules, elles sont tellement sensibles que les effets se poursuivent encore beaucoup plus loin. Donc ça, il y a plein de choses à faire sur tous les types de cellules. Pour la médecine régénérative, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Il y a plein de recherches qui se mettent en place. Il y a plein d'entreprises qui se mettent dans ce domaine-là et qui recherchent des nouvelles technologies. Et pour lequel, parfois, ce qu'il manque, c'est de pouvoir conserver les cellules, ou en tout cas améliorer la conservation, ou permettre à ces cellules de garder certaines fonctionnalités pour redonner les tissus qu'on attend, redonner les choses qu'on attend. Ça peut être les follicules pileux pour la calvitie, et ça peut être des cellules de cornée pour de la cécité, ça peut être des choses pour le traitement des cancers, pour la maladie de Crohn. Voilà, il y a énormément de domaines potentiels. Mais nous, on avait cette jolie petite molécule qui marchait très bien, on était super contents parce qu'elle ouvrait un potentiel incroyable. Et puis, on s'est aperçu qu'elle était instable. C'est-à-dire qu'on commençait à avoir des problèmes de reproductibilité entre les tests, pas des bonnes efficacités. Et puis là, on tombait sur un truc que quand ça ne marchait pas, on tuait tout. On était des serial killers. On s'est aperçu que cette molécule qu'on avait fait, elle avait un truc qu'on n'aimait pas déjà dans sa structure chimique, qu'on savait comme un risque, et que ce risque, il pouvait survenir, et du coup, il pouvait libérer un acide qui n'était pas très bon pour les maintiens en vie des cellules. Donc ce problème de stabilité qu'on avait, il présentait un problème majeur qui empêchait aussi la commercialisation autant sur les glycoprotéines antigènes naturelles. Donc on ne faisait pas mieux que la nature, ça c'est sûr. Mais on avait quand même ça en tête, puis on avait d'autres idées en fait. On avait une molécule qu'on voulait faire depuis le début, qui était le mime parfait, mais là il nous manquait l'outil, la recette de cuisine, vraiment la synthèse, comment on allait la faire. On n'arrivait pas, on se cassait les dents, on essayait plein de choses et ça marchait pas. Donc moi à l'époque j'ai créé TFChem en fait, qui est une entreprise de drug discovery. J'ai créé sur la base des mimes de sucre, parce que moi je travaillais sur les sucres. Dans ces molécules il y a des sucres. Je ne travaillais pas que sur ces molécules-là.
Je travaillais sur différentes molécules pour des chimiothérapies anticancéreuses, voilà, pour plein de domaines. Et j'avais développé une technologie qui permet de mimer les sucres. C'est un peu la technologie Canada Dry. Ça ressemble à des sucres, mais c'est plus des sucres. Petite modification chimique, mais gros effets. Et donc voilà, mon objectif c'était de travailler là-dessus parce qu'on sait que les sucres aujourd'hui, d'abord c'est la classe thérapeutique la moins exploitée, parce que les synthèses sont un peu casse-pieds, il faut être honnête, mais surtout parce que finalement les sucres, on les métabolise très vite. Ils ont ce problème de stabilité qui est récurrent. Et pourtant, on peut les appliquer dans tout, quasiment tous les domaines thérapeutiques. Ils participent à nos communications cellulaires. On les retrouve présents dans les infections bactériennes, dans les infections virales, dans le processus de la transmission de l'inflammation. C'est des sucres. Quand vous avez un cancer, des cancers extrêmement agressifs comme le cancer du pancréas, il y a à la surface de ces cellules un marqueur spécifique, l'antigène TN. Cet antigène TN, c'est un sucre. Et il n'est là que sur ces cellules. Il est un marqueur spécifique de ces cellules cancéreuses. Ça veut dire qu'on peut développer des traitements, des vaccins, si on est capable d'utiliser ce sucre et de nous mettre en contact avant qu'on puisse développer un cancer. Donc il y a plein de choses à faire dans ce domaine et beaucoup de boulot. Et nous, notre objectif, c'était de vendre au travers de brevets, pas de vendre un produit fini, on est trop petit pour ça. Donc moi j'ai créé en 2007, en 2011 je me suis adossée à une entreprise au Canada qui s'appelle Sirona Biochem, parce que c'était compliqué de financer une entreprise dans le domaine de la recherche uniquement et trouver des investisseurs. 2007-2008, je peux vous dire que la bourse ne se portait pas extrêmement bien, que les investisseurs étaient extrêmement frileux et que les technologies qui lui plaisaient le plus, c'était plutôt celles qui étaient dans le domaine du web, de Internet, de l'informatique, mais que les médicaments, avec les risques que ça posait et l'argent que ça demandait, c'était pas vraiment très recherché. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver un partenaire au Canada qui m'a aidé. Donc c'est une société Sirona Biochem est cotée sur le marché public, ce qui nous permet de lever des fonds. Et toute l'activité business, marketing se gère au Canada et la partie R&D ici en France. Notre solution pour mimer les sucres, c'est finalement d'utiliser une chimie à l'interface entre la chimie des sucres et la chimie du fluor. On utilise un peu de fluor sur un peu de sucre. Et à partir de ça, on construit des plus grosses molécules encore. Donc il faut jouer avec deux chimies qui sont assez complexes, mais une fois qu'on a mis en place, le plus dur, c'est de mettre en place les premières voies de synthèse. Une fois qu'on a mis en place des voies de synthèse, finalement, on utilise des voies de synthèse qui sont assez classiques. Je vous le disais, les sucres sont instables, facilement dégradés. Et ça conduit à quoi? L'instabilité naturelle des sucres, elle peut conduire à une diminution de leur efficacité, à des problèmes de tox, puisqu'on peut relarguer des molécules, des parties qui sont instables. Et donc avec un vrai souci. Et nous, finalement, on rajoute du fluor sur des positions particulières du sucre et ça permet de le stabiliser. Alors ce projet, il nous a permis de rencontrer Jean-Michel et Fabien Cousteau, qui à un moment donné, quand on a retravaillé à la développement de cette nouvelle génération, parce qu'on a travaillé sur une seconde génération, on a commencé en 2007. En 2014, on avait trouvé une nouvelle molécule, celle dont on rêvait, c'est notre Graal à nous. Et cette nouvelle molécule, donc elle a fait venir chez nous Jean-Michel et Fabien Cousteau, qui nous ont fait un peu sortir de nos labos et rêver un peu à d'autres aventures. Donc ça a été une très bonne opportunité. On a utilisé ces glycoprotéines. Je vous montre juste quelques résultats. Donc pour la préservation au stress, là, les stress, c'est de la privation de sérum. Donc on dénutrit ces cellules, on leur donne plus à manger. Et notre glycopeptide, ils peuvent pas. Notre glycopeptide d'ailleurs, c'est un sucre et trois acides aminés pour la première, celle-ci. Et celle-ci, c'est un sucre et un acide aminé, deux ici. Donc vous apercevez, elles ne peuvent pas être métabolisées, donc elles ne servent pas de substrat nutritif aux cellules. Et on s'aperçoit que quand on stresse les cellules, au bout de 7 jours, forcément elles meurent. Alors que quand on sert avec nos glycoprotéines, elles ne meurent pas. On peut regarder aussi sous irradiation UV. On irradie ces cellules aux UV, elles meurent. On regarde avec les glycoprotéines. Elles continuent à se multiplier et elles survivent très bien. On peut regarder, ça c'est un stress UV à différentes concentrations, on s'en fiche. Ça c'est du stress oxydant, même chose. Donc on stresse, les cellules meurent. On regarde avec les glycoprotéines. À nouveau, on maintient de la viabilité. On peut regarder même le stress inflammatoire, production d'interleukine 6. Donc c'est une cytokine pro-inflammatoire qui est produite par les cellules. Donc au niveau basal,
Voilà, c'est ici. Au niveau basal, on a un taux de production de ces interleukines 6. On rajoute notre glycoprotéine, ça baisse. La production d'interleukines baisse, donc empêche des réactions, de possibles réactions inflammatoires. Et puis quand on les stimule avec une endotoxine bactérienne, la LPS, ben, on s'aperçoit qu'on a une augmentation de l'IL6 qui est normale, réaction pour générer la réaction inflammatoire. Si on rajoute avec cette cytokine inflammatoire, si on rajoute notre glycoprotéine, on s'aperçoit qu'à nouveau, on arrive à faire baisser complètement la production d'interleukines. On s'aperçoit aussi finalement que ces cellules, elles permettent aussi de... Enfin, on a un doublement de la population cellulaire dès le début. C'est-à-dire que dès qu'on rajoute, très vite, au bout de 24 heures, la population a doublé et elle reste comme ça, constante. Après, elle grossit normalement, il n'y a pas de divergence, mais elle double. Donc on a un effet aussi sur la croissance des cellules. Donc voilà, elle protège les cellules contre différents stress, privation de nutriments, UV, H2O2, stress inflammatoire. On s'est aperçu aussi au niveau génomique qu'elle jouait des rôles, mais finalement ce qui se retrouve chez le poisson aussi, hein, finalement en augmentant la production de gènes codant pour des protéines impliquées dans les stress oxydants, hein, notamment le SOD2 qui est suractivé. Et puis finalement, elle active une voie qui est la voie KEAP1-NRF2, qui est une voie de cytoprotection qui est produite par les cellules. Donc voilà, donc plein de choses. Alors je ne vous parlerai pas du reste, on peut l'utiliser parce qu'elles ont des effets aussi sur le traitement des kéloïdes. Donc on s'est aperçu de ça très récemment et qu'on peut les utiliser aussi dans le traitement des kéloïdes. Voilà, moi je vous dirais juste ceci, j'adore cette phrase, si nous prenons la nature pour guide, nous ne nous égarerons jamais. Nous, notre poisson pilote, ça a été ce petit nototénioïde qui nous a aidé finalement à imaginer, à concevoir ces molécules. C'est vraiment voilà, de la bio-inspiration. Après, on en fait de la synthèse chimique et on produit différemment. C'est des molécules modifiées, c'est plus des molécules naturelles, mais ça ouvre un champ de potentiel. C'est 3 brevets, on est en train de faire le 4e. On a déjà des molécules qui sont dans les tests chez les industriels, parce qu'après, les testent dans leurs propres assais qui sont en développement actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. On va prendre le temps d'une ou deux questions. Et puis, bien sûr, il y aura aussi des moments d'échange plus informels pendant les pauses. Une question ici, oui. J'avais une question par rapport à d'autres modèles animaux. Est-ce que, par hasard, en allant chercher du côté des crustacés, on pourrait pas qui vivent dans ces eaux avec le risque de gel, on ne pourrait pas trouver des glycoprotéines un peu différentes. Est-ce que vous avez continué à chercher d'autres types de bio-inspiration? Alors, on regarde, on avait dit, donc, quand Jean-Michel et Fabien Cousteau étaient venus, on avait dit que justement, eux allaient être source d'apport, d'idées, de choses qu'ils allaient observer dans la nature pour nous apporter, pour nous nourrir un peu d'idées nouvelles. Donc, on reste extrêmement en éveil. Aujourd'hui, j'allais dire, cette glycoprotéine, c'est un peu un cas d'école. C'est presque un cas facile. Enfin, facile. Il nous a pris, je ne sais pas combien d'années, on est sur plus de 10 ans pour arriver à des résultats vraiment qui commencent à être exploitables commercialement. Mais structurellement, le fait d'avoir cette unité fonctionnelle extrêmement simple, ça facilite beaucoup les choses. Donc il y a d'autres molécules qui sont extrêmement intéressantes chez des batraciens aussi. Enfin, il y a des jolies molécules, beaucoup de boulot de venir. Quand on aura fait le tour de celle-ci, ouais, on essaiera de regarder d'autres côtés. Rapidement. Merci. Rapidement, s'il vous plaît, encore une question ici. Et puis, oui, ça sera la dernière pour cette intervention. Merci. Pour votre présentation. Moi, j'ai une question par rapport à l'évolution. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de la stabilité, il y aura du mieux? Parce qu'apparemment, c'est un petit peu compliqué pour que ce soit commercialisé. Et j'ai une deuxième question en fait, qui concerne le mécanisme d'action. Quand vous mettez votre molécule sur un organe, comment il pénètre pour pouvoir protéger jusqu'au plus profond de l'organe? Merci. Alors, le problème de stabilité, là, il est complètement résolu. C'est-à-dire que sur la génération actuelle, la molécule, c'est un roc. Elle peut plus être dégradée par les enzymes. On n'a plus aucun problème de stabilité. Mais voilà, il a fallu 10 ans quand même pour en arriver là. En général, ce qui est fait, c'est que quand on fait par exemple sur des organes, c'est pas très joli, mais voilà, on clampe les artères, on installe tout et on met tout dans un seau
avec une solution. Et c'est la solution qui baigne. Donc on injecte dans les vaisseaux, il y a plein de solutions qui baignent et qui imprègnent le truc. C'est vraiment ce qu'on appelle du soaking, c'est que ça finit par rentrer. Alors ces glycopeptides, elles ont la chance, alors de pouvoir pénétrer dans les cellules en utilisant des modes de transport passifs de sucre, parce qu'elles sont toutes petites, enfin les nôtres. Et en plus, elles ont cette partie lipophile qui les aide à interagir et vraiment à interagir très fortement avec les membranes, donc à passer pas mal de parois cellulaires.